Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Je vais tenter de prendre la suite de Sophie Julien en traitant d'un cas d'usage, puisque on ne parle jamais que ceux qu'on connaît. Je ne connais que Paris-Saclay dans ma carrière de DGS, mais c'est un beau cas d'usage, me semble-t-il, et puis qui s'inscrit dans la continuité des échanges qui ont pu se tenir dans le cadre de ces cycles de conférences. Mais permettez-moi, dans un premier temps, puisque nous sommes dans une faculté de droit, d'économie, de management, de faire de l'histoire. De commencer par un petit saut dans l'histoire, mais quand même un peu d'histoire du droit. Et vous comprendrez, ça fera écho à pas mal de sujets que j'aborderai. Je vais vous parler de l'ordonnance de la Marine de 1681, donc la grande ordonnance de Colbert. Sophie évoquait l'ordonnance de 2018 et j'y reviendrai, mais il y en a eu d'autres avant. Et dans son titre 9 des consuls, il y a un certain nombre de considérations pour créer en fait et définir ce qu'est la fonction consulaire à la fin du XVIIe siècle, fonction qui remonte au Moyen-Âge et qui a eu plusieurs avatars, puisqu'on sait qu'il y a les consuls de ville, les consuls de mer, etc. Et à ce moment-là, on va dire c'est la première définition d'un consul de la nation. Donc l'idée qu'un consul est envoyé par l'État, ou en tout cas appointé par l'État. Et il y a plusieurs éléments dans cette ordonnance qui notamment, par exemple, le premier article précise tout de suite le type de profil qu'on attend comme consul. On attend, comme il a une fonction de juge, on attend un profil explicitement d'avocat. Il y a également un certain nombre d'articles, puisque les consuls, par définition, venaient sur une notion de vie économique, qui notamment appointe le fait que le consul ne pourra pas emprunter au nom de la nation. Autrement dit, il ne pourra pas mêler ses intérêts personnels éventuellement et ses intérêts professionnels. Donc ça donne tout de suite l'impression qu'il y a peu de chances que ce soit un avocat, puisqu'on prend la précaution d'indiquer qu'il ne faut pas qu'il manie l'argent. Et on se rend compte que dans les premières nominations qui ont lieu à la suite de cette ordonnance, ou qui ont lieu d'ailleurs avant cette ordonnance, l'ordonnance venant régulariser certaines situations, il y a essentiellement des marchands. Et donc parce qu'il y a un enjeu de pénurie de profils ou incapacité de l'État à nommer les bons profils administratifs pour accompagner son œuvre. Et pour vous donner simplement des perspectives, il faudra par exemple dans le cas du consulat français de Barcelone, il faudra attendre 3 décennies, c'est un peu comme les suites de Bernard Dizenbourg. Il faudra effectivement attendre même plus de 30 ans pour que les premières conditions énoncées par l'ordonnance soient effectives sur le terrain, à l'échelle de l'institution. Par exemple, il faudra plus de 30 ans pour qu'il y ait effectivement un greffier, une chancellerie, pour la production des actes administratifs du consulat. Puisque les premières archives datent de 1714, mais c'est pas ce que vous le voyez largement après l'ordonnance, non pas parce qu'il n'y avait pas d'archives qui ont été conservées, mais tout simplement parce que les consuls s'appuyaient sur les notaires locaux, donc en catalan, en latin, pour produire les actes. Donc si vous vous souvenez un peu de la problématique, normalement les actes de l'administration française au XVIIe siècle doivent être produits en français. Donc on voit bien qu'il y a toute une dimension d'adaptation de l'administration. Quand on crée une administration, elle met tout un temps à se mettre, une institution à se mettre en place. Et ce qui est intéressant également, ça fera écho à l'organisation d'un établissement public expérimental, c'est qu'il est indiqué dans l'ordonnance que le consul doit s'appuyer sur les us et coutumes de là où il se trouve. Et on voit bien que dans ses démarches, en tant qu'agent de l'État, du roi, il fait feu de tout bois pour résoudre les problématiques qu'il a à résoudre dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur des coutumes locales, il va solliciter les juridictions locales, les juridictions centrales, c'est-à-dire quand on est en Espagne, par exemple, en tout cas en Catalogne, on s'appuie soit sur la Generalitat, soit sur Madrid, sachant qu'à ce moment-là, il y a des moments où il y a des proximités fortes entre la maison royale française, les Bourbons en l'occurrence, et donc on passe par des réseaux.
Et on compare à la situation française, on essaie de faire des cas d'usage, en disant voilà, ça se passe comme cela en France, ça se passe comme cela en Italie, donc il faudrait que ça se passe comme cela dans telle ou telle localité d'Espagne. Et on voit qu'il y a toute une dynamique administrative pour faciliter ce qui est l'important pour le politique à ce moment-là, à savoir la circulation des biens entre ce que permet, on va dire, la juridiction française avec les biens issus du Moyen-Orient, etc., des échelles du Levant, et par ailleurs tout le développement qui se passe à ce moment-là en Amérique du Sud, dans les mers du Sud, et sur lesquelles notamment les Espagnols ont une certaine capacité à capter, et d'ailleurs sont les seuls à être autorisés avec les Portugais dans certaines zones, à commercer. Et donc il y a des enjeux économiques majeurs. Tout ça pour dire que on a petit à petit un réseau qui se met en œuvre. Et la première chose qu'on voit, qui n'est pas sans faire écho avec le positionnement d'un MESR ou d'un rectorat avec une université, c'est qu'il faut rendre compte. On demande souvent des enquêtes, des nombres qui doivent remonter, comment ça se passe, etc. Ce n'est par chance, à l'époque, ils pouvaient dire que le courrier s'était perdu, mais il y a un certain nombre de régularités déjà de l'administration qui est en train de naître. Les bureaux naissent à Versailles. Alors Versailles, non pas le rectorat à ce moment-là, mais il y a une autre administration présente à Versailles à la fin du XVIIe siècle. Mais donc on voit une certaine habitude de l'État, d'ores et déjà, quand il met en place une institution, à lui demander des comptes et à demander les mêmes choses à l'ensemble du réseau consulaire pour mettre en œuvre des évolutions politiques par rapport à tout ça. Et cette ordonnance, pour le clin d'œil, a été formellement réformée en 2006, donc elle a eu une certaine longévité. Certaines de ces titres ont été encore actifs, notamment pour tout ce qui était consulat, ambassade, etc. Alors, ce pas de côté pour commencer sur un champ de recherche qui a été le mien, donc j'étais plus à l'aise pour en parler que celui de l'université, que je n'ai pas étudié mais que je vis. Si on reprend un peu d'histoire de l'université Paris-Saclay, si on regarde hier qui est pas forcément si récent, il y a effectivement l'ordonnance qui a été citée tout à l'heure de 2018 qui de fait pour l'université Paris-Saclay est celle qui a permis de mettre en place l'établissement expérimental dans lequel nous sommes actuellement et qui régit notre fonctionnement. Pour rappel, donc c'est l'ordonnance relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et sur cette base, notre université a été créée par un décret du 5 novembre 2019 portant création donc, de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts. C'est donc dans ce cadre d'ordonnance qu'aujourd'hui nous sommes régis. Et vous imaginez bien, peut-être qu'on ne mettra pas 30 ans à mettre en œuvre ce que prévoit l'ordonnance, mais souvent il y a entre la mise en œuvre d'une ordonnance et la capacité de l'institution, de l'administration à être conforme à tout ce qui est prévu dans l'ordonnance, il y a toujours un temps d'adaptation. Sophie évoquait tout à l'heure justement le fait que les choses s'inscrivaient dans la durée, une évolution culturelle. L'enjeu est effectivement de souligner que ce soit dans l'ordonnance et a fortiori dans notre décret, il y a finalement peu de choses sur la structuration administrative de notre PE. Alors je ne sais pas si l'idée c'était de dire l'intendant suivra, mais ça traduit qu'au moment où d'autres statuts de PE font plus de place à la structuration de l'administration en son sein. Et de fait, quand on cherche à comprendre comment l'administration de l'Université Paris-Saclay doit être organisée, quand on regarde dans les statuts et les règlements, on comprend bien ce qui doit être soutenu, on comprend bien les organes, etc. Mais pour autant, il n'y a pas forcément beaucoup de lignes sur la façon dont ça doit être. Ce qui offre une grande liberté finalement, qui peut être angoissante, mais ce qui signifie qu'on n'administre pas un EPE, en tout cas dans le cas d'usage Paris-Saclay, clé en main. On n'arrive pas sur une administration qui est déjà définie dans ses organisations, dans son organisation et dans sa vie. Et toute cette production d'actes et de création, c'est inscrit dans une dynamique politique. Et ça revient un peu à ce que vient de souligner Sophie Julien, à savoir l'administration aujourd'hui s'inscrit dans une dimension de pilotage et de vision. Alors il me semble qu'il est important tout d'abord la première partie,
est une logique est sous forme de question. Est-ce qu'on est dans une culture administrative ou une administration de culture à l'Université Paris-Saclay? Si on fait un peu d'histoire, on voit bien que nous avons des caractéristiques dans lesquelles va se déployer notre administration, et je pense que c'est important de les partager. Donc, évidemment, il y a une ambition, on évoquait l'ambition politique, une des ambitions politiques de l'Université Paris-Saclay, c'est de réconcilier l'histoire entre universités, grandes écoles et organismes nationaux de recherche. Donc, c'est de finalement rapprocher des cultures académiques qui, pour chacune d'entre elles, ont développé une culture administrative et des pratiques administratives. Les grandes écoles, donc, qui pour beaucoup, tirent on va dire qu'à la moitié du XVIIIe siècle, il y a une première vague de création de grandes écoles par la royauté, et puis une recréation et de nouveaux développements dans la première moitié du XIXe siècle, notamment pour les formations d'ingénieurs, et les écoles qui constituent l'Université Paris-Saclay ont plutôt, d'ailleurs, s'inscrivent plutôt dans cette première partie du XIXe. Et on est dans une logique administrative où on produit pour l'État des gens qui doivent s'intégrer à la société et porter du progrès dans la société, l'ingénieur, etc. Et donc on a une culture de l'agilité et d'un cycle qui d'ailleurs n'est pas un cycle classique universitaire, licence, master, doctorat, etc. Dans un premier temps, c'est dans un deuxième temps que dans les écoles cette dimension est arrivée. Et ça marque profondément la culture administrative, me semble-t-il, des écoles. Parmi ces écoles, on a également à Paris une école normale supérieure, qui elle aussi a même si elle a une dimension au début d'école relativement avec une dimension technique, arts et métiers, etc., l'école normale supérieure, donc Paris-Saclay, historiquement de Cachan et N7 avant, forme à la haute fonction publique pour le coup, non seulement des anciens chercheurs, mais des fonctionnaires comme fonctionnaires stagiaires comme public cible principal, et ça crée tout de suite une particularité de l'administration d'une école, puisqu'elle accompagne des collègues de fait, qui sont, c'est une dimension un peu d'école d'application au métier de l'enseignement et de la recherche notamment. Et il y a à l'échelle des organismes nationaux de recherche des cultures très diverses, puisque le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a une dimension particulière, ou l'ONERA également, par rapport notamment à des dimensions applicatives dans leur domaine de recherche et même la place qu'ils tiennent dans la stratégie de l'État. Le CNRS ou l'INRAE peuvent avoir des dimensions nationales également, donc on est sur des administrations, je dirais, à l'échelle nationale qui ont des délégations régionales, l'INSERM également. Donc tout ça crée des cultures administratives et des communautés métiers qui s'identifient à plusieurs échelles. Leur échelle, tout à l'heure, là aussi, Sophie évoquait l'importance pour ces cultures administratives d'avoir le lien local. Et là, effectivement, il y a une proximité plus ou moins grande à ce qu'est la maison mère pour chacune de ces administrations. Et il y a quelques on va dire, pas exception, mais quelque chose comme l'Institut des hautes études scientifiques est dans le paysage de l'ESR français quelque chose d'assez unique aussi. Donc on a, voilà, même si c'est une administration petite, mais là aussi il faut l'avoir dans le spectre. Et bien évidemment, nous avons au cœur de ce projet une administration issue des facultés, des IUT. Alors, j'ai évoqué déjà les écoles d'ingénieurs, et finalement Polytech, notre école d'ingénieurs intégrée, elle aussi a une culture qui est issue plutôt de l'université. Elle a été composée issue des IUT et des facultés. Et on voit bien que là aussi, c'est plutôt des administrations qui sont nées en bottom-up, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'on a la faculté de droit où nous sommes, qui est une émanation d'une grande faculté et université de droit parisienne. Donc, j'ai le droit, on a le droit de dire parisienne. Donc, Assas, si je ne dis pas de bêtises. Il y a également, donc évidemment, la faculté des sciences, qui est une émanation de la faculté des sciences de l'Université de Paris. Donc voilà, de la même manière, il y a eu la phase de création des universités, aujourd'hui membres associés dans l'université, que sont Évry-Versailles dans les années 90, dans un autre contexte. Donc on voit bien qu'on a eu une émergence d'administrations qui soit sont une translatio studi d'université parisienne, et effectivement on arrive là
on a encore des historiques dans l'administration, qui quittent l'administration, qui ont connu les fondateurs. Voilà, donc on est encore aujourd'hui, puisque certaines personnes partent aujourd'hui en retraite à l'université, étaient là depuis 35, 40 ans et ont connu ceux qui étaient là depuis les premières années. Donc effectivement, il y a encore cette continuité historique. Et parmi les caractéristiques, donc vous l'avez compris, un spectre large historique, et il y a quand même des cultures croisées, des choses, on voit bien des choses qui traversent et qui sont communes. Par exemple, entre les écoles, les IUT, l'université, il y a la notion d'apprentissage qui traverse, et donc il y a des communs. Il y a notamment d'autres caractéristiques, comme le fait que notre environnement académique est peut-être de manière plus forte qu'ailleurs en France, marqué par une volonté politique. Je veux dire, on est ancré dans des volontés politiques. L'histoire du CEA, après-guerre, on a la faculté des sciences avec évidemment l'histoire des Joliot-Curie, on a les facultés que j'évoquais, ou Jean Monnet aussi est marqué par ça, évidemment. On a Évry et Versailles qui sont des volontés politiques territoriales, les nouvelles universités. On a également les grandes écoles avec les déménagements des années 70, Supélec, Polytechnique, qui fait partie de notre environnement académique aussi. Donc on est profondément marqué par des volontés politiques qui ont été très bien documentées depuis même l'avant-seconde guerre, entre les deux guerres, pour les premières d'entre elles. Et on voit bien avec le plan campus et les annonces du plan campus qui ont été faites sur les terres de la future université Paris-Saclay, c'est presque abourbé condita, la volonté de marquer politiquement, ici il se passera quelque chose d'exceptionnel sur le plan académique, alors quelque part qui nous oblige, mais qui marque que on évoquait la volonté politique. L'administration est au service d'un projet plus grand que son champ, je dirais, direct. Et c'est très marqué, et on le voit bien que la volonté des chercheurs a été derrière cette volonté politique. J'évoquais les Joliot-Curie, et on peut marquer aussi, typiquement, une remarque un peu administrative, mais les LABEX, qui ont été les laboratoires d'excellence, portés par des chercheurs et des laboratoires qui ont compté dans des disciplines importantes pour le territoire, ont fait partie de ceux qui ont porté la volonté politique pour l'IDEX et pour construire le projet politique. Donc la recherche a entraîné aussi beaucoup à l'Université Paris-Saclay le reste du projet. Et donc il y a une dimension, me semble-t-il, de pionnier dans notre culture administrative que nous partageons à l'échelle de l'ensemble des établissements qui constituent cet établissement public expérimental. Et l'administration, elle ne précède pas. Il peut y avoir des administrations installées dans le temps. Il y a des nobles maisons au centre de Paris où l'administration a eu le temps de se faire à son environnement, et finalement qui peuvent être très marqués par des cultures facultaires, mais il y a cette dimension à l'Université Paris-Saclay où il faut s'adapter, et il faut rester toujours dans une dimension pionnière. Et il me semble que c'est très important pour comprendre comment l'administration, ce que doit desservir l'administration à l'Université Paris-Saclay. Alors comment, donc j'ai évoqué des étapes dans le temps assez longues, et la dernière marquante, ça a été évidemment la création à proprement parler de l'université. Et comment l'administration s'est-elle préparée à cette étape? Je pense que c'est aussi important de voir, puisque c'est pas une décision qui est tombée comme un coup près, ça s'est construit dans le temps, l'arrivée de cette ordonnance de 2018 notamment, puisqu'elle venait répondre, comme le consul qui était appointé avant même l'ordonnance de Colbert, de la même manière, l'ordonnance de 2018, elle est venue confirmer et permettre des choses à des éléments qui étaient déjà là sur le terrain, comme souvent, mais bon, j'ai des juristes autour de moi, donc je vais arrêter de faire des comparaisons. L'État a évidemment favorisé les synergies territoriales avant même cette ordonnance. On peut évidemment parler dans notre situation des presses avec Univers Sud Paris et Paris Tech, qui a concerné aussi une partie des établissements constituant l'université, qui a amorcé des contacts entre les administrations qui étaient en fait en soutien des initiatives qui avaient pu être prises lors de la mise en place de ces pôles. Et déjà, si le presse favorisait des choses en formation et en recherche, on peut noter que là aussi nous avons été marqués par les réseaux thématiques de recherche avancée, les RTRA comme on les appelle, et on peut en citer comme celui
du triangle de la physique dans notre cas, une semaine où on a à nouveau un prix Nobel issu de notre territoire, on voit bien que la physique compte un petit peu dans notre environnement. Et on voit bien que le plan campus, l'IDEX 1 et la création d'une fondation de coopération scientifique pour gérer ces moyens et mettre en œuvre ce plan campus, c'est-à-dire essentiellement de l'aménagement de territoire dans le cadre de 2 AC, enfin 3 même, avec un établissement public en partenaire de proximité, ça aboutit à ensuite une étape de commune, comme dans beaucoup d'environnements en France, à la fin de 2014, qui a permis de structurer un premier réseau administratif à l'échelle. Donc vous voyez, il y a une dizaine d'années maintenant que ce réseau administratif existe. Et quel a été là aussi l'enjeu de cette administration à l'échelle de ce réseau? Ça a été de travailler autour d'objectifs concrets. Il s'agissait d'administrer ses moyens, il s'agissait de faire ses projets de construction, il s'agissait d'accompagner des cohortes d'étudiants qui étaient alors diplômés, Université Paris-Saclay, etc. Donc on voit bien qu'il y avait un objet très concret sur lequel s'appuyer, mais chacun était dans son environnement administratif et finalement la commu avait une dimension, j'ose pas dire start-up, mais de coordination essentiellement. J'y reviendrai. On revoit la dimension qui a été soulignée tout à l'heure par Sophie, à savoir que dans cette commune, il y avait des directions qui étaient parfois tenues par des administratifs de carrière et parfois tenues par des enseignants-chercheurs en détachement, etc. Et donc on voit bien que c'était intimement imbriqué. Le projet académique et l'administration qui devait le suivre était souvent incarné au début par une même personne. Et dans les aléas qui ont mené jusqu'à la mise en place de l'EPE, on peut juste noter le fait qu'il y a eu une reconfiguration de notre territoire avec à la fin de 2017, là aussi un acte présidentiel, le président de la République qui vient dans un amphi pour annoncer qu'il y aura 2 projets académiques et pas un seul. Donc là, il y avait des choses qui avaient été, évidemment d'un point de vue académique, il y avait des liens forts entre le futur Institut Polytechnique de Paris et la future Université Paris-Saclay. Mais les administrations aussi avaient travaillé ensemble. Donc ça a constitué un premier aléa, une première séparation. Et de là s'est construit un mode projet jusqu'à la création de l'université qui en fait s'est construit autour de groupes métiers. Des groupes métiers qui existaient, qui étaient un peu animés et qui permettaient de réunir en fait surtout les services centraux des différentes administrations. Donc autrement dit, les équipes au sein des composantes, etc., n'étaient pas forcément beaucoup entraînées dans cette vie administrative commune, mais en revanche, les services centraux, et c'est vrai que là, on voit tout de suite des différences. Une école, une grande école, un futur établissement de composantes au sein des établissements publics expérimentaux, finalement, l'administration centrale et l'administration au contact de l'usager, elle est souvent identique ou dans les mêmes équipes ou en forte proximité. Dans une université, il y a davantage de profondeur et donc c'est un défi d'arriver à être dans une coordination territoriale tout en ayant l'ensemble des équipes administratives qui sont entraînées dans ce sens. C'était au sens, là aussi, où Sophie Julien le disait tout à l'heure, les équipes peuvent être entraînées dans un quotidien, dans du répétitif, mais par contre, arriver à transmettre cette dimension entre X entités qui sont en train de travailler autour d'un projet académique, etc., n'est pas chose aisée. Et pourtant, vous voyez, ça fait 7-8 ans déjà qu'on est dans cette dynamique d'entraîner autour de choses qui viennent accompagner un projet ambitieux. Et à ce moment-là, il y a eu donc une phase pour préparer une préfiguration de l'université, de groupes métiers qui devaient définir des feuilles de route de l'administration au service du projet politique. Et dans le même temps, notamment à l'université Paris-Sud a fait ce qu'on a appelé à l'époque des groupes miroirs pour que justement l'administration de l'université, d'un point de vue plus infra, si j'ose dire, soit aussi embarquée dans le projet qui était en cours de constitution. Donc, on arrive à ce moment-là à une production, au moment où le décret sort, l'université est créée,
une production d'une vision de l'administration de l'EPE à travers un projet de service, un projet d'administration avec une ambition lors du premier quinquennat de l'université et de l'établissement expérimental. Et finalement, on est à ce moment-là dans une dynamique projet, et donc, dont on peut dire que l'université ou les établissements expérimentaux en général sont dans une dynamique projet, puisqu'ils sont en train d'éprouver des choses, de tester des choses avant de poser ensuite quelque chose de plus stabilisé. Donc la question qui peut se poser, c'est quelles sont les caractéristiques d'une administration comme celle de l'Université Paris-Saclay qui a pris son élan de cette manière avant d'être mise en œuvre. Peut-être que l'erreur de lecture qui a alors été faite par l'administration, je ne sais pas si elle est consciente ou inconsciente, c'est d'avoir peut-être considéré que l'établissement étant installé, on avait une administration qui était installée, qu'on avait rédigé ce qu'on voulait faire et que de ce fait, c'était une manière de l'avoir défini, que l'ordonnance administrative de l'université était ainsi écrite. Et en fait, là, on a été dans des dynamiques différentes et il faut juste comprendre qu'il s'est passé une chose majeure pour l'administration de notre établissement et qui marque, je crois, l'acte de naissance et l'ADN dans lequel nous sommes, c'est qu'il y a eu une fusion entre l'administration de la commune, petite, une soixantaine de personnes, mais qui portait la dynamique et la vision de ce que devait être l'administration, qui avait beaucoup participé à tout cela depuis des années, et l'administration de l'Université Paris-Sud, pour constituer l'administration de l'Université Paris-Saclay. Ce qui, pour moi, est la caractéristique de l'administration, en l'occurrence que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, et qui marque le moment, et quand je dis l'ADN, c'est sur cette base-là qu'est constituée une administration qui avait l'habitude de coordonner et d'être dans une dynamique de projet, et une administration qui avait l'habitude d'être évidemment au service de la chose académique, et qui, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, était dans aussi une culture de longue durée, qui avait une certaine profondeur et des habitudes dans son fonctionnement. Et de ce fait, on avait donc d'une part une commune qui n'avait pas du tout une dimension d'administration régalienne, etc., qui est arrivée avec une notion plutôt d'agilité pour servir des objectifs politiques, et une administration de l'Université Paris-Sud qui était structurée, et c'est là où il y a une double caractéristique que je trouve très intéressante dans notre université, c'est qu'elle était structurée avec des directions centrales qui agissaient dans un cadre où les composantes ont une forte personnalité dans notre université, et je dis, c'est-à-dire qu'il y a une force, et le monde académique et les composantes portent des politiques académiques au sein de l'université. C'est normal, on dirait, mais c'est prégnant, mais tout en ayant une organisation de rattachement via une fonction que nous avons à l'université qui s'appelle la fonction de délégué du ou de la directrice générale des services, qui est en fait la personne rattachée au directeur ou à la directrice générale des services, en soutien, en binôme auprès de l'élu, du directeur, de la directrice de composante, élu ou désigné selon les contextes entre Polytech, IUT ou faculté. Mais quoi qu'il en soit, on a cette particularité, alors qu'il existe certaines universités où ce qu'on appelle plutôt le responsable administratif et financier de la composante est rattaché au doyen, à la doyenne, et surtout, il n'y a pas cette connotation de trouver un équilibre entre ce que peut apporter une administration centrale au service de la dynamique de la composante. Et ces deux administrations, il faut aussi rappeler qu'elles n'avaient pas de forte culture du processus et de l'homogénéisation. À la fois à la commune, où l'idée c'était de trouver la solution pour que le projet politique ou l'idée aboutisse entre différentes entités, et au sein des composantes où souvent les pratiques s'étaient forgées au contact de l'enseignant-chercheur, par la collègue ou le collègue qui était là depuis longtemps. Voilà, on était dans de la coutume, de la pratique, et on n'a pas une administration qui est née avec des procédures très structurées, etc. C'est à la fois une chance
mais également une difficulté quand on organise une administration de cette taille. Puisque, effectivement, à l'échelle de Paris-Saclay, ne serait-ce que ce périmètre que je viens de définir, c'est environ 2500 agents administratifs et techniques. À peu près 800 personnes dans des directions centrales. On a par exemple la faculté des sciences avec notamment les personnels des laboratoires, 500 personnes. Et puis si on considère plus largement l'université, rappelez que 2/3 des personnels des laboratoires sont issus des organismes nationaux de recherche. On peut rappeler que, en gros, l'administration, si on met autour l'ensemble des agents techniques administratifs des entités, triple de volume, avec les ONR, voilà, donc avec des profils qui sont encore plus éclatés, puisqu'il faut penser au CEA, etc. Donc il y a un certain nombre de profils et de statuts différents. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une administration qui a cette histoire-là et qui constitue, on va dire, l'administration directe de l'Université Paris-Saclay, mais qui doit administrer aussi ce qu'est le PE et la dimension de coordination, et ça passe par des réseaux, une logique de réseau métier, de réseau de la direction générale des services, réseau des différentes fonctions, qui, dans la continuité de ce qui avait été inscrit en 2020, ont eu une dynamique qui s'est plus ou moins poursuivie. Parce que là, peut-être, c'est la dimension de pilotage qui revient aujourd'hui dans notre organisation, mais qui n'a pas forcément été présente à l'ensemble des phases qu'on a vécues depuis la création de l'université. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mode réseau, cette coordination, cette façon de voir l'administration n'est pas officielle. C'est celle que je perçois, que je vous décris là, et le pourquoi je la conçois comme ça, mais elle n'est pas officielle au sens où vous la trouverez dans aucun texte de fonctionnement de l'université. Et donc, maintenant, je crois qu'il est important d'insister sur à quoi sert cette administration. Alors, c'est peut-être effectivement, je ne sais pas si, pour répondre également, non pas à la provocation de M. le doyen, mais à l'introduction qui a été faite, c'est qu'on est peut-être le seul opérateur de l'État, la seule institution qui est à la fois sous la direction, effectivement, des enseignants-chercheurs, d'une communauté en l'occurrence des enseignants-chercheurs, qui sont aussi nos collègues, qui sont aussi nos usagers. Donc on est cerné par nos collègues enseignants-chercheurs, je le dis avec plus grande bienveillance, et on doit à chaque fois trouver la bonne posture, parce qu'effectivement, ils sont parfois, on échange avec la même personne d'ailleurs, il y a un côté Janus, enfin, ou tricéphale, ou autre. Mais on va, dans plusieurs moments dans la journée ou dans la semaine, être en interaction avec eux pour résoudre une problématique de eux en tant qu'enseignants-chercheurs et qui nous font état d'un cas qu'ils rencontrent d'une fois dans la vie. Avec eux en tant que collègues où on pointe ensemble des problématiques, ce à quoi on doit s'attaquer par rapport à l'université, et puis eux en tant que doyen, que président, que vice-président. C'est de la schizophrénie. Donc, c'est pas évident. Hein. Des fois, j'ai toujours du Doliprane sur moi. Quoi qu'il en soit, on voit bien que aujourd'hui, on est devant ces usages, et je pense que je vais insister sur un aspect qui a été un peu souligné par Sophie Julien, c'est que aujourd'hui, on peut le dire, on est devant une crise de l'administration. Alors c'est peut-être parce qu'on a subi beaucoup de crises à l'université Paris-Saclay, avec des cyberattaques, des inondations et autres, mais quand je dis qu'il y a une crise, c'est parce que c'est un fait. On a une constante à l'échelle de tout Paris-Saclay, quand on discute avec les collègues, c'est les enjeux de difficulté d'attractivité, la baisse du niveau de vie. Enfin, il y a des choses factuelles dans les enquêtes. On a aujourd'hui, on est devant cette problématique. La vocation, le souhait de passer les concours, le souhait de... Voilà, donc on voit bien que l'administration attire autrement, elle attire d'autres profils, elle attire un temps. Donc les éléments qui ont pu être soulignés de carrière longue, effectivement, sur les cadres au sein de l'administration, là on voit bien qu'il y a une vraie évolution de ces profils. Et on va faire un focus, nous avons été amenés à travailler dans le cadre
d'une expérimentation de l'État, une nouvelle, qui s'intitulait Simplification Recherche. On cherche toujours à simplifier, n'est-ce pas? Et alors qu'on est dans un environnement de plus en plus complexe, comme ça a été souligné. Et on voit bien que les politiques nationales, par exemple, des organisations de recherche sur leurs ressources humaines ont des impacts énormes. J'évoquais 2/3 des personnels de l'université, des personnels techniques de l'université sont issus des ONR. Donc quand il y a une politique nationale de l'ONR, soit de redéploiement de ses moyens, d'évolution du type de profil qui recrute, etc., ça a des conséquences directes sur la gestion de l'administration de l'université. Donc effectivement, là aussi, le fait qu'il y ait des échelles différentes pour les laboratoires notamment, ça a des impacts. Et je me permets de parler maintenant des usages et des usagers. Peut-être que là aussi, on a une certaine schizophrénie également, puisqu'on veut de la simplification, mais on aime notre environnement complexe. Parfois même, on aime se le compliquer. Je vais y venir. Bon, évidemment, souvent, on accuse l'administration comment dire, le pouvoir dans l'administration, c'est de maîtriser la solution. Donc, plus elle est opaque, plus je suis le seul à la maîtriser, plus je suis à l'aise avec ça, puisqu'on va venir me chercher, parce que je serai le seul à pouvoir débloquer la situation. Alors, je vous avoue que ce n'est pas le projet d'administration que je défends, mais c'est quelque chose qu'on a pu constater, qui existe dans toute administration. Et il y a une dimension qui est intéressante pour l'usager enseignant-chercheur, c'est que les mêmes directeurs d'unité ou directrices d'unité, quand on faisait des entretiens dans le cadre de simplification recherche, indiquent d'une part qu'ils voudraient que tout soit fluide, voir les moyens dont ils disposent, etc., de leurs 4 tutelles ou de leurs 3 tutelles, etc. Et on voit bien que la dimension UMR, qui est une unité mixte de recherche, qui est une particularité française, elle a ce côté de finalement... j'ai 3 systèmes d'information financiers différents, je vais pouvoir aller tirer 50 € là pour faire la commande dans des règles différentes par rapport à là, etc. Donc quand on dit mais on pourrait faire une gestion avec un même système, mettre tout l'argent... Ah non, c'est quand même bien de pouvoir aller dans les 3 systèmes différents. Donc maîtriser cette complexité, et il y a une peur d'aller parfois vers de la simplification qui paraît pourtant d'un œil extérieur. Je ne parle pas du mien, je dirais, on montrerait à quelqu'un et on ferait écouter ces témoignages, mais ils n'ont qu'à prendre un seul système, mettre de l'argent au même endroit et puis dépenser selon les mêmes règles. Mais, et c'est pour ça que là, les annonces à l'issue de simplification recherche sur les délégations de gestion, avec des ambitions très fortes, qui étaient de passer, je parle sous contrôle de Sophie, à 70% de délégations de gestion, global gestion, c'est-à-dire au sein d'unités mixtes, de considérer qu'il y a un seul gestionnaire, eh bien, l'État nous invitait à le faire en peu de temps, en une année déjà, de passer un cap très important par rapport à aujourd'hui notre façon de faire. On n'est pas culturellement prêt à faire ce genre de simplification. Donc finalement, là aussi, des injonctions qui font qu'on y reviendra. L'administration et l'intendance ne peuvent pas suivre. Donc, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une administration qui a, là pour le coup, c'est une situation peut-être propre à notre établissement, qui n'a pas eu une grosse culture du processus. On est dans des complexités entre les différentes sources de moyens, voilà, il faut savoir que quand même l'environnement administratif s'est beaucoup complexifié avec les différentes possibilités offertes à l'usager, mais qu'aujourd'hui on a du mal à dématérialiser, à offrir des services à l'usager à toute heure, alors que c'est ce qu'il attend. Il attend de la proximité de son administration, mais il attend aussi de l'agilité, de la facilité de pouvoir agir seul par rapport aux services qu'il est en devoir de pouvoir, auquel il veut accéder ou peut accéder. Donc, j'ajoute à cela que les opérateurs de l'État, c'est intéressant, ils constituent des communautés de travail, mais quand on parle par exemple de systèmes d'information, qui sont quand même un élément important de nos administrations, ils sont accompagnés là aussi par des opérateurs de l'État, pour beaucoup, et ce sont des systèmes qui n'ont pas l'agilité, alors ils ont la robustesse parfois, mais ils n'ont pas l'agilité de s'adapter pour qu'on y
plug des systèmes en local, donc les systèmes d'API, de web API, etc. ne sont pas très performants. Ce qui veut dire que dans les chaînes de dématérialisation, quand on veut numériser du service, etc., on a ces limites aussi de notre environnement de système d'information. Et on ne l'a pas dit, c'est peut-être une des différences, quoi qu'en 97, il devait déjà y avoir apogée. Mais oui, c'était la mise en œuvre. On voit bien que le système d'information, 30 ans plus tard, est quasiment le même. Quasiment. Et or, en dehors de l'université, nous, en tant qu'usagers, que citoyens, on a accès à des services dématérialisés, y compris de la part d'opérateurs de l'État d'ailleurs, très performants dans notre cursus et notre démarche usagée. Donc aujourd'hui, comment on adapte une administration à l'usager? Parce que c'est le cœur, enfin, en tant que me semble-t-il, un des enjeux, c'est que l'usager ne voit pas qu'il est face à l'administration. On lui offre des services. Et c'est comment on oriente une administration pour offrir des services à l'usager. Et c'est là aussi le paradoxe quand on parle à nos administrés, à nos usagers, c'est qu'ils veulent à la fois garder l'humain, le contact humain est essentiel, et ça reste peut-être, je vais prendre un exemple qui est l'étudiante et l'étudiant. On voit bien, alors il y a eu la crise Covid qui a marqué beaucoup la psychologie de nos étudiantes et étudiants, en tant qu'adolescents devenus aujourd'hui étudiants. On voit bien que le contact et le besoin d'accompagnement psychologique, notamment de nos étudiants, est essentiel. Les services de santé étudiante se sont développés, il y a eu des politiques publiques pour ça. Et l'étudiant, quand il arrive sur le campus, son intégration, le fait qu'il trouve des services, et d'ailleurs, il ne raisonne pas administration, il raisonne je veux pouvoir m'adresser à quelqu'un, et il va vers l'enseignant à la fin du cours, il va au premier guichet qu'il trouve poser une question. Et donc, on voit bien qu'on doit adapter l'administration pour être au service d'eux. Et aujourd'hui, l'administration qui agace et qui irrite, c'est celle à qui je m'adresse, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas où la trouver, elle n'est pas palpable. Et dans le même temps, je veux avoir la possibilité le soir à 23h avant de me coucher, de faire ma démarche chez moi et de ne pas me dire qu'il faut que je passe absolument au bureau X ouvert de telle heure à telle heure pour chercher le papier en question. Donc il y a ces deux dimensions. Donc comment on passe d'une administration qui produisait l'acte et on devait aller le chercher dans un temps donné. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais je suis diplômé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je me souviens que quand nous allions chercher nos relevés de notes, etc., nos diplômes, l'administration ouvrait de 10h à midi, de 14h à 16h pour récupérer tout ça. Et quand on était convoqués, vous arriviez à 9h30 et en fait, à midi, vous n'étiez toujours pas passé, vous deviez revenir à 14h. Enfin, il y avait tout un rituel, mais qui était instauré. On se mettait au service de l'administration parce qu'on devait avoir ce fameux sésame pour pouvoir faire sa démarche, s'inscrire en doctorat, en ceci, en cela. Et la volonté aujourd'hui, c'est que l'administration, je dois y aller pour tout le reste en fait, idéalement. C'est un service qui m'accompagne, qui améliore mon expérience étudiante, mon expérience professeur, etc., avec qui je veux faire du projet, mais il faudrait que toute cette dimension-là, mon relevé de notes, etc., soit des choses au contraire très accessibles à tout moment, etc., pour ne pas me faire de l'image. Donc, comment on transforme notre administration tout en gardant un contact humain et en étant efficace sur le reste. Donc c'est vrai que, et comme l'a dit Sophie, l'offre s'est élargie. L'entrepreneuriat étudiant, la santé, l'innovation, elle s'est élargie pour le chercheur comme pour l'étudiant, au point que, même en tant que DGS, je ne suis sans doute pas capable de vous décrire toute l'offre possible à l'échelle de l'université. Et on peine à la faire comprendre rapidement aux étudiants, aux enseignants, et souvent, c'est pas qu'on réinvente, mais on va être à nouveau sollicité pour une offre qui existe déjà, etc. Donc, on voit qu'on a un enjeu de communication, de partage, etc., et de stabilisation de l'offre aussi à l'égard de nos publics. Et donc, pour pouvoir avoir une administration orientée usager, pour pouvoir avoir une administration qui s'adapte dans le temps, on voit bien qu'on est pressé par deux aspects, l'usager, et là ça donne du sens. Peut-être que c'est là où on arrive à remplacer la notion de répétitivité par « j'ai rendu service à un usager ». Ça, c'est une valeur qui donne du sens. Il y a deux choses qui peuvent donner du sens dans l'université. Il y a
Je suis au service de personnes qui font des choses auxquelles je crois. Je crois au partage de la connaissance, je crois à l'éducation. Je ne comprends pas tout ce qui se fait en recherche, mais je suis fier de participer, de donner la possibilité. Donc, ce qui est le plus terrible pour l'administration, c'est qu'elle déçoit son enseignant-chercheur, finalement. Et d'ailleurs, c'est peut-être le plus dur dans cette relation entre collègues, c'est de gérer cette déception qui arrive. Hein. On est faillible dans les services qu'on rend. Et de l'autre côté, il y a des politiques publiques qui viennent enjoindre, en tout cas pousser les structures à évoluer. Et ça sera ma dernière partie, c'est comment on parvient à gérer le développement personnel, le développement des personnels, comment on donne du sens à cette équipe administrative qui est au soutien, en support. Et finalement, les équipes qui sont en soutien trouvent plus facilement du sens que celles qui sont en support. C'est ça. Et comment en fait on gomme ça, et en fait tout le monde est en soutien, c'est-à-dire que quand je fais une facture, quand j'émets un bulletin de notes, ou quand je suis à côté du chercheur pour déposer un projet européen, j'ai le même sentiment de participer à quelque chose de collectif. Et bien, et dans un contexte où les politiques académiques sont exigeantes et les réformes sont rapides, successives. Si on prenait quelques exemples de ces dernières années, les politiques publiques ne permettent pas une adaptation sereine de notre collectif. Donc comment administrer un collectif qui, sans arrêt, reçoit des injonctions? Si on prend des exemples, c'est en ce moment, depuis quelques années, les études de santé. Les études de santé ont connu en 5 ans 3 réformes, ou en 6 ans 4 réformes. C'est à peu près de cet ordre-là. On a eu l'universalisation des études paramédicales, le taux à moyens constants, avec des structures, en l'occurrence les IFSI, avec qui sont sur le territoire, avec qui on n'a pas le temps d'entrer en contact, qui sont accompagnés par la région versus nous accompagnés par le MESR, etc. Donc il faut créer tout un environnement de travail en soutien d'étudiants qui vont arriver dans nos facultés de médecine, qui ont leurs autres lieux d'enseignement, nos enseignants-chercheurs qui travaillent entre les deux, etc. Donc il y a toute cette dimension qu'il faut... je donne cet exemple, j'aurais pu en donner d'autres. Il y a tout ce qui est... Voilà, les politiques publiques intéressantes, hein, les politiques autour du handicap, de la santé étudiante, de l'inclusion, enfin, c'est des choses en plus qui donnent beaucoup de sens, encore une fois, à notre quotidien. Elles arrivent de manière successive, il faut les adapter, là aussi souvent à moyens constants, ou à peu près, mais il faut développer ces expertises, tout ce qui est développement autour effectivement de l'inclusion ou de l'accompagnement des étudiants ou des personnes en situation de handicap, c'est des expertises qui mettent du temps. Et l'administration s'adapter à toutes ces politiques met aussi du temps, ne serait-ce que dans les processus, dans la formation des collègues, etc. Et il y a toute une autre dimension derrière des projets comme France 2030 qui impulsent les plans d'investissement d'avenir qui sont là pour faire évoluer les modèles économiques, pour pousser certaines politiques publiques, et qui, dans une administration, crée de nouveaux types de fonctions qui... Alors l'État est prudent, il donne des moyens d'impulsion, donc il ne souhaite pas que ce soit des agents de la fonction publique, des permanents qui occupent ces fonctions. Donc il met des conditions pour que ce soit des collègues contractuels qui viennent sur ces fonctions. Donc transformer une administration pour qu'elle suive des politiques publiques, mais en devant injecter, si je veux dire, du sang neuf qui n'est pas issu de cette administration, pour ensuite demander à l'administration d'occuper un champ dans un temps donné avec une certaine précarité finalement des personnes qui accompagnent ça, ça crée du stress sur une administration. Et ça demande une agilité à nouveau pour porter et accompagner ces politiques publiques. Donc de ce fait, on a un collectif en pleine évolution, voire révolution. On a plus de turnover qu'avant. Il y a eu du turnover, du renouvellement de personnel assez fort après la Covid aussi. Voilà, il y a eu des phases qui ont marqué ça, des aspirations nouvelles aussi dans les conditions de travail. Il y a évidemment le télétravail a marqué aussi une évolution dans les organisations. Tout à l'heure, on évoquait le besoin de proximité, le sens de voir le collègue le matin au travail, etc. Et c'est vrai que le télétravail
change complètement la manière dont on encadre une équipe, dont on crée ces synergies. Il y a d'autres attentes de nos collectifs dans le rythme, et il y a une diversité des profils aujourd'hui. Alors, est-ce lié à l'attractivité de la marque Université Paris-Saclay? Des collègues viennent d'autres institutions publiques, du privé, en disant je suis fier de venir travailler là, je viens parce que c'est et c'est vrai que ça demande déjà tout un enjeu d'intégration de ces profils qui ne sont pas ancrés dans des carrières publiques à long terme, ou n'ont pas forcément été formés, etc., au métier administratif et technique. Et donc on a tout cet enjeu de l'attractivité, de l'intégration. Et finalement, aujourd'hui, je finirai là-dessus, comment on administre ces expertises, cette diversité. Pour moi, la clé, c'est la gestion des connaissances. Je crois beaucoup à cette capacité à dépasser, c'est pas forcément évident, hein, quand on a eu une administration qui, comme l'a dit Sophie, historiquement, il y avait une forte hiérarchie, il y avait le central, l'échelon local, etc. On parle beaucoup de délégation, de subsidiarité, etc. dans l'environnement qui est le nôtre. Mais si on individualise la capacité et les expertises, si on arrive à avoir cette finesse-là, on peut justement avoir un collectif qui travaille avec une bonne identification des expertises, faire croître ces expertises, bien organiser la façon dont l'information et les responsabilités de chacun de chacune est structurée. Ça permet de mettre en œuvre aussi des centres de compétences, de services partagés, de sortir de cette logique très centrale ou locale, etc., d'avoir une pluralité de formes pour faire vivre cette administration, à la fois pour avoir la qualité du service, la dimension service à l'usager, la présence humaine qu'on évoquait tout à l'heure, et la capacité à conserver de l'expertise et à la faire vivre ensemble. Donc des gens qui maîtrisent une expertise commune, qui soient ou physiquement dans les mêmes environnements, ou au moins connectés et conscients qu'ils partagent cette expertise avec d'autres. Et c'est pour ça que, alors que j'ai dit qu'on n'était pas ancré sur une forte culture des processus à l'université, le défi sans doute devant nous, c'est de davantage créer des communautés de pratique, des communautés de travail entre les métiers, de la scolarité, de la finance, des ressources humaines, d'identifier les expertises, d'investir sur ces expertises, c'est-à-dire les accompagner, les faire croître. On y travaille, par exemple, à l'échelle des laboratoires, une volonté d'avoir tout un parcours d'intégration, peu importe l'employeur, d'avoir un parcours où je suis technicien de laboratoire avec une expertise et je peux grandir dans mon environnement là, territorial pour faire mes expertises. Donc l'enjeu de la formation continue qui a été évoqué tout à l'heure, c'est un levier qui avait été déjà identifié en 1997 et qui est primordial. On a un institut de formation des personnels et de l'observatoire des compétences, et ça passe aussi par une bonne gestion prévisionnelle des emplois effectifs et compétences. On a un enjeu aujourd'hui et il faut presque, et c'est un défi de taille, il y a un changement de mentalité à avoir sur... là aussi, il y a des projets scientifiques et académiques, et je dirais que pour répondre en conclusion à la pique initiale, il faut faire confiance à l'administration pour avoir un projet et pour se construire en complémentarité et en accompagnement des ambitions, qu'elles soient politiques et évidemment des politiques académiques de l'université, et je crois fortement à ça. L'administration ne doit pas suivre, elle doit anticiper et elle doit s'adapter à cela, mais il faut qu'il y ait une confiance en l'administration. Il faut oser la laisser aller, la laisser vivre pour qu'elle puisse produire ses résultats. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que une administration, encore une fois, elle est ancrée, il y a une histoire de personnes, il y a des liens qui ont été dit. Là, c'est un chercheur qui est habitué à avoir son collègue là et qui a peur de voir autrement les choses. Mais cette vision-là, il faut sans doute, c'est peut-être là le rôle du DGES, de persuader qu'elle a du sens et qu'elle peut permettre d'apporter beaucoup de solutions à cette administration en crise que j'évoquais tout à l'heure, ou en tout cas de faire croître la confiance et la qualité du service produit, et en donnant du sens à ceux qui le portent. Et pour moi, il n'y a pas de bonne administration aujourd'hui, une administration qui n'a pas de sens à ce qu'elle fait au quotidien. Et l'université, c'est peut-être là sa particularité, elle offre un sens incroyable. Merci.